Quelles sont les réactions face au dépôt du budget provincial et quelle est la place des jeunes dans l'actuelle campagne électorale? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec le budget 2025-2026 du gouvernement Legault. Et Olivier, on dénote plusieurs réactions d'acteurs du milieu, notamment du milieu de l'agriculture. Effectivement, Anthony, le domaine de l'agriculture est passé à la trappe avec une diminution du montant au plan d'agriculture durable. On parle de seulement 100 millions sur les 250 millions de dollars espérés qui seront versés. Déjà que le domaine doit composer avec une perte de 40,4 % de ses revenus pour 2024, selon l'UPA. Le contexte actuel force également des agriculteurs à devoir renoncer à la production de canola. C'est quand même une production qui était quand même assez payante dans notre région. Il y a plusieurs producteurs qui décident de ne pas en semer cette année là, à cause de l'incertitude des marchés, là, qu'on ne sait pas vers quoi qu'on s'en va. Fait que là, c'est un revenu de moins. Là, fait qu'on fait des productions, on va faire des productions moins payantes. Et Olivier, en santé aussi, le budget fait réagir. Oui, Anthony, Santé Québec n'aura pas besoin d'absorber le déficit de 1,5 milliard. Il y aura cependant une hausse de seulement 3 % des dépenses autorisées en santé pour la prochaine année, ce qui amène une certaine inquiétude, là, notamment au niveau du maintien des services dans la région qui sont déjà une problématique. Bien, c'est définitif qu'il y aura encore une fois des coupures de services à venir en région. On sait qu'on utilise encore outrageusement la main-d'œuvre indépendante qui dépasse nos budgets. On n'a jamais atteint l'équilibre budgétaire au niveau du CISAT. Donc, je pense que honnêtement, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pelleté par en avant les problèmes. En terminant, Anthony, Jean-Sébastien Blais m'a mentionné que la région devra absorber un déficit de 96 millions en santé pour la prochaine année. Merci beaucoup, Olivier. Ça fait plaisir. Jour 4 des élections fédérales, quelle est la place de la voix des jeunes dans l'actuelle campagne? Voilà les questions que certains pourraient se poser en plein cœur d'une élection déterminante pour l'avenir du pays. Les réponses avec deux jeunes militants. Ce que je souhaite aux jeunes, c'est de réaliser l'importance qu'ils ont dans cette élection-là. Je leur souhaite de réaliser qu'ils sont dans une position sur un territoire pas comme les autres, puis d'être fiers de ça, puis de défendre leurs intérêts. Pour Benjamin Brassard et Maya Gontier, l'élection en cours est plus qu'importante pour l'avenir des jeunes. Je pense que tout d'abord, tous les jeunes doivent être concernés par toutes les élections. Je pense que c'est prime abord parce que ce sont des moments incroyables en démocratie puis dans nos pays respectifs comparativement à d'autres pays dans le monde. Je pense qu'on soit jeune ou moins jeune, là, dans le contexte actuel, on est factuellement touché par ce qui se passe, par les tarifs douaniers, les affirmations de Trump. Puis c'est ça qui, moi, en tant que jeune, me préoccupe parce qu'on parle quand même de l'avenir de notre pays, on parle de l'avenir de nos droits, puis on parle de notre avenir au final. Mais comment rejoindre adéquatement les 18 à 24 ans et les motiver à sortir voter? C'est dans la façon dont on s'adresse. Puis en ce moment, ce qui va être très positif, là, je ramène un peu le contexte, ce qui va être positif du contexte, c'est qu'en ce moment, ça touche tout le monde, ça touche les familles, les répercussions, elles sont directes. Puis je pense que ça va ramener la jeunesse à aller voter. Oui, il y a la problématique d'aller chercher la voix des jeunes, mais il y a aussi la problématique de l'entendre. Puis ça, des fois, il y a des gens qui ont de la difficulté à entendre cette voix-là. Puis je pense qu'on gagnerait en tant que société à aller chercher la voix de ces jeunes-là qui, selon moi, est précieuse, particulièrement dans le contexte actuel dans lequel on se trouve. Selon les chiffres de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue pour l'élection de 2021, la moyenne des taux de participation des deux circonscriptions de la région est de 50,7 %. Toujours pour 2021, à l'échelle du pays, c'est seulement 46,7 % des 18 à 24 ans qui ont voté. Ce nombre grimpe à 74,9 % chez les 65 à 74 ans selon Élections Canada. Maya Gontier met toutefois les données en perspective. On pourrait penser que c'est plus désastreux, mais je pense qu'il y a une différence entre aller voter puis être conscient de son choix quand on va voter. Puis je pense que c'est là où la différence du contexte, elle est importante parce qu'on s'informe sur les répercussions, on s'informe sur comment ça va nous affecter personnellement. Puis après, je pense que le jeune
peut faire des lectures, s'intéresser à la politique, puis aller voter en connaissance de cause. Pour Benjamin Brassard, les candidats devront, peu importe leur allégeance politique, tendre plus que jamais l'oreille pour écouter la voix des jeunes générations, puisque les défis sont nombreux dans la région. On a des enjeux qui touchent notamment la rétention de nos jeunes. Puis je pense qu'il y a des enjeux que dans les prochaines années vont venir sur la table, notamment la pérennité de la région, s'assurer d'avoir des milieux en vie. Maya Gontier et Benjamin Brassard n'ont pas la prétention de vouloir parler au nom de tous les jeunes Témiscabitibiens. Néanmoins, ils réaffirment le rôle crucial de la jeunesse d'aujourd'hui pour bâtir le Canada de demain. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rwanda. D'ailleurs, face aux tarifs américains décrétés par l'administration Trump, l'Abitibi-Témiscamingue pourrait être la 4e région la plus touchée au Québec, selon un nouveau rapport publié par Desjardins. Félix Blaquière nous explique. En raison notamment de la forte présence des industries minières et forestières sur le territoire témiscabitibien, Desjardins prévoit que la région serait la 4e plus touchée au Québec face aux tarifs commerciaux imposés par l'administration de Donald Trump. L'industrie minière, c'est quand même une part importante du PIB de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. L'industrie manufacturière aussi. Puis l'industrie manufacturière, quand on regarde les types de produits qui sont construits dans la région, c'est surtout les produits en bois. Donc, de l'industrie forestière, la transformation du bois, puis qui est exporté souvent à l'extérieur de la région. La coopérative affirme cependant que l'Abitibi-Témiscamingue pourrait s'en tirer mieux que d'autres régions québécoises, du fait en partie que l'industrie manufacturière régionale n'exporte qu'une fraction de ses produits vers les États-Unis, comparativement à d'autres régions. Mais les exportations régionales vers nos voisins du Sud sont tout de même au-dessus de la moyenne québécoise. On a essayé de développer un indice qui regardait vraiment nos exportations vers les États-Unis par emploi, donc pour avoir une idée de la grosseur de l'industrie dans la région. Puis ça, on le compare à la moyenne provinciale. Donc, la moyenne est plus autour de 108 000. En Abitibi, on est quand même presque 3 fois plus élevé. Notre exportation de biens vers les États-Unis par emploi est presque 3 fois plus élevée que la moyenne. Desjardins affirme que des effets indirects pourraient éventuellement se faire sentir dans la région, notamment en raison d'exportations vers d'autres secteurs du Québec qui, eux, exportent plus fortement vers les États-Unis. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Au culturel, on revient sur le dépôt du budget provincial. Le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue est heureux de constater que le budget du calque est porté à 200 millions de dollars, comme demandé par l'ensemble du milieu. Les artistes ont donc été entendus, eux qui ont fait de nombreuses mobilisations au courant des derniers mois. Selon le président du Conseil de la culture régionale, l'investissement du gouvernement Legault est un véritable bouffée d'air frais et aura des retombées concrètes sur notre territoire, tant auprès des organismes que des artistes. Les préoccupations demeure par contre pour le financement des musées et celui des conseils régionaux de la culture. Et au sport, parlons basketball collégial. 2 des joueuses de l'équipe des Astrelles du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue obtiennent leur place sur les équipes d'étoiles de la Conférence Sud-Ouest Division 2. Amy Hull s'est taillé une place sur la première équipe d'étoiles avec sa moyenne de plus de 16 points par match. Et Camille Moreau se retrouve sur la deuxième équipe d'étoiles avec une moyenne de 12,5 points par partie. On rappelle que les Astrelles ont terminé au 4e rang de leur division. D'ailleurs, elles disputeront les quarts de finale du championnat de conférence vendredi soir du côté de Montréal. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé avec des minimums de moins 13 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 11 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est des nuages avec de la neige. Les maximums seront de 2 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour vendredi, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec des maximums de moins 6 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.